La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de la maternité en fine bande pâle, et je me souviens m'être dit que cela ne ressemblait en rien à l'heure dorée que j'avais imaginée pour ce moment. J'avais visualisé de la chaleur. J'avais imaginé sa main dans la mienne. Au lieu de cela, je regardais mon mari ajuster sa cravate devant le petit miroir au-dessus du lavabo, inspectant son reflet avec la même attention minutieuse qu'il accordait à tout ce qui comptait pour lui, ce qui, je l'apprenais à mes dépens, ne m'incluait pas. « Tu fais vraiment ça ?» ai-je demandé. Ma voix était atone. Pas encore de la colère, juste une tentative de comprendre. Il s'est retourné, et il était là, ce sourire, celui qui, autrefois, me faisait sentir choisi. Désormais, il me faisait juste sentir géré. « Victoire » a-t-il dit, sur ce ton patient que l'on adopte avec quelqu'un qui ne comprend pas tout à fait. Ce dîner est dans l'agenda depuis 4 mois, le dossier Harrington. Tu sais ce que conclure cet accord signifie pour nous. Nous. Il a dit nous. Je venais de passer 31 heures en travail. La péridurale avait cessé de faire effet à 2 reprises. J'avais subi des déchirures nécessitant des points de suture, et j'avais enduré tout cela, chaque heure de ce calvaire, pendant que mon mari restait dans la salle d'attente à prendre des appels professionnels. Je le sais parce que l'infirmière l'a mentionné, avec cette douceur qu'ont les gens lorsqu'ils évoquent des choses qu'ils jugent honteuses en votre nom. Notre fille avait 6 heures d'existence. Elle dormait dans le berceau à côté de mon lit, ses minuscules poings repliés sous son menton, son existence encore si récente que le bracelet de la maternité à sa cheville semblait immense. Et mon mari partait pour un dîner d'affaires. La voiture, ai-je dit, laisse-moi au moins la voiture pour que ma mère puisse nous ramener demain. Il a marqué une pause. Cette hésitation m'a tout dit avant même qu'il n'ouvre la bouche. J'en ai besoin pour faire bonne impression à l'arrivée. Tu sais à quel point Harrington est à cheval sur les détails. Il a ramassé sa veste sur la chaise. J'ai déjà réservé un chauffeur pour toi et le bébé. C'est réglé. Il a déposé un baiser sur mon front. Il sentait l'eau de Cologne que je lui avais offerte à Noël. Il a franchi la porte, et j'ai écouté ses pas s'estomper dans le couloir. Puis, j'ai regardé ma fille, et j'ai senti quelque chose en moi devenir très, très calme. Pas une rupture. Une décision. J'ai saisi mon téléphone et j'ai appelé mon père. Il a décroché à la 2e sonnerie, comme il l'a toujours fait, toute ma vie, à chaque fois que j'ai eu besoin de lui. « Papa » ai-je dit, « j'ai besoin de toi. » Il n'a posé aucune question. Il a répondu, « Je prends mes clés. » Mon père s'appelle Richard Calloway. Il a 63 ans. Il a bâti une société de promotion immobilière commerciale en partant de rien, en commençant par une seule propriété dans le centre-ville de Lyon quand il avait 26 ans, et il possède aujourd'hui 42 immeubles à travers tout le sud-est. Il est silencieux, comme le sont parfois les hommes puissants, non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ont appris que les mots sont coûteux et que le silence est souvent l'outil le plus tranchant. Il n'a jamais aimé mon mari. Il ne l'a jamais dit directement. Ce n'était pas son genre, mais je me souvenais de son expression lors de notre réception de mariage, quand mon mari avait porté un toast qui, d'une certaine manière, parlait plus de ses propres ambitions que de moi. Mon père avait levé son verre avec un sourire, puis, plus tard, je l'avais surpris debout, seul près de la fenêtre, observant le jardin avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer à l'époque. Je pouvais la lire aujourd'hui. Mon mari s'appelle Daniel Mercé. Nous nous sommes rencontrés il y a 4 ans lors d'un gala de charité. Il était charmant, brillant, riait exactement au bon moment et me regardait comme si j'étais la personne la plus intéressante de la salle. Plus tard, j'allais comprendre que c'était une compétence qu'il avait pratiquée, et non un sentiment qu'il avait éprouvé. Mais à l'époque, j'avais 30 ans et j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à être prise au sérieux pour tout, sauf pour mon cœur, et Daniel me faisait sentir que les deux étaient possibles simultanément. Nous sommes sortis ensemble pendant 14 mois. Il m'a demandé en mariage sur un toit-terrasse à Bordeaux, ma ville préférée, ce qu'il savait parce que je le lui avais dit, et je m'étais dit, il écoute. Il est attentif. C'est le genre d'homme qui retient les détails. Nous nous sommes mariés 18 mois plus tard. Mon père m'a conduite à l'hôtel, la main ferme sous la mienne. Au bord de l'hôtel, il s'est penché et a murmuré, « Tu pourras toujours revenir à la maison. Quoi qu'il arrive. Souviens-toi de ça. » Je pensais qu'il s'agissait juste d'un père sentimental. Je sais aujourd'hui que c'était un homme qui voyait déjà quelque chose que je ne voulais pas voir.
La première année fut globalement bonne, ou suffisamment pour que je ne m'arrête pas pour examiner les détails de trop près. Daniel travaillait dans les acquisitions d'entreprises. Il voyageait. Il était ambitieux, de cette manière que j'avais toujours trouvé séduisante, jusqu'à ce que l'ambition commence à ressembler moins à une motivation qu'à un appétit insatiable que rien ne pouvait combler, pas même moi. La deuxième année, les choses ont commencé à glisser d'une manière que je ne pouvais pas nommer. Il a commencé à poser des questions sur les propriétés de mon père, l'air de rien d'abord, au cours du dîner, avec cet air de curiosité anodine. Puis avec plus d'insistance. Il a commencé à mentionner des opportunités d'investissement, des contrats, des structures que je ne comprenais qu'à moitié. J'étais architecte. Je concevais des bâtiments. Je ne gérais pas de portefeuille, et Daniel le savait. Je n'ai pas posé les bonnes questions. C'est la chose qui me revient le plus en tête lors des heures calmes. Je n'ai pas posé les bonnes questions parce que je ne voulais pas croire aux réponses qui commençaient déjà à se dessiner. Mon père, lui, posait des questions. Je le sais parce que Daniel l'a mentionné une fois, avec tension, après un déjeuner dominical chez mes parents. Ton père avait beaucoup de choses à dire sur la structure de la propriété Henderson, a-t-il lancé dans la voiture sur le chemin du retour. Il est très attentif aux détails. Il est prudent, ai-je répondu. C'est comme ça qu'il a construit ce qu'il a construit. Daniel n'a rien dit. Il regardait la route, et j'ai ressenti le premier frisson glacé de quelque chose que je me suis empressé de qualifier d'insignifiant. Quand je suis tombée enceinte, j'ai eu de l'espoir. C'est une chose embarrassante à admettre aujourd'hui, mais c'est vrai. J'espérais qu'un enfant apaiserait quelque chose en lui. J'espérais que cela réorganiserait ses priorités comme la grossesse avait réorganisé les miennes, silencieusement et complètement, de sorte que tout ce que je pensais vouloir se soit réagencé autour de ce nouvel état de fait, elle. Au lieu de cela, la grossesse semblait le rendre plus occupé, plus distrait, plus intéressé par l'entreprise, par les chiffres, par des structures dont je ne faisais pas partie. Il est venu aux rendez-vous prénataux. Il était présent, mais sa présence avait cette qualité d'une performance, comme celle d'un homme qui comprend que venir est important sans en comprendre pleinement la raison. La nuit où mes contractions ont commencé, je l'ai appelé 3 fois avant qu'il ne réponde. Il était à un événement professionnel. Il est arrivé à la maternité 90 minutes plus tard, toujours en costume, et la première chose qu'il a dite n'a pas été « Est-ce que tu vas bien, mais, combien de temps pense-t-il que cela prendra ?» 31 heures plus tard, notre fille est née. Il a coupé le cordon. Il l'a tenue 6 minutes. J'ai compté. Puis il l'a remise dans mes bras et s'est assis avec son téléphone. Et 6 heures plus tard, il est parti pour un dîner client. Mon père est arrivé à la maternité avant les heures de visite le lendemain matin. Il a apporté ma mère, des fleurs de leur jardin et un pot de la soupe au poulet que j'aimais depuis l'enfance. Il s'est assis sur la chaise à côté de mon lit et a tenu sa petite fille pendant un long moment sans dire un mot. Puis il m'a regardé avec des yeux clairs et assurés. « Dis-moi tout », a-t-il dit. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé du dîner, de la voiture, des 31 heures, des appels professionnels dans la salle d'attente, de la question sur la durée de l'accouchement. Et j'ai abordé les autres choses, celles que je portais depuis plus longtemps, les conversations sur les propriétés, les structures que je n'avais pas comprises. Les transactions qui semblaient graviter autour de la firme de mon père sans jamais atterrir nulle part où je pouvais les examiner clairement. Mon père a écouté sans m'interrompre. Il a déposé doucement sa petite fille dans mes bras lorsqu'elle a commencé à s'agiter, s'est adossé à sa chaise, et est resté silencieux pendant un moment qui a semblé durer une éternité. « Victoire », a-t-il finalement dit. « Je dois te dire des choses que j'aurais dû te dire plus tôt. » Il observait Daniel depuis 2 ans, non pas avec une surveillance dramatique où mon père n'est pas ce genre d'homme mais avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui gère des actifs importants et remarque, lentement, que certains chiffres ne concordent pas. Un investissement immobilier que Daniel avait mentionné lors d'un dîner ne correspondait à aucune structure que mon père connaissait. Une société écran apparut dans un document que son avocat avait signalé comme inhabituel. Une tendance à s'intéresser à des opérations qui auraient nécessité l'accès à des informations auxquelles Daniel n'aurait jamais dû avoir accès. Il ne m'avait rien dit parce qu'il n'avait pas de preuves, et parce qu'il craignait ce que je ferais avant qu'il n'agisse. Je les ai maintenant, a-t-il déclaré. Mes avocats travaillent dessus depuis 3 mois. Nous avons des virements bancaires, des signatures falsifiées sur 2 documents liés à l'acquisition Henderson, et un compte écran au Delaware qui semble avoir reçu des fonds détournés.
Il a marqué une pause. Ton mari a utilisé votre mariage et tes liens avec mon entreprise pour commettre une fraude financière, lentement, prudemment, de manière dont il pensait que je ne m'apercevrais pas. J'ai regardé ma fille dans mes bras. Elle s'était rendormie, son souffle était si léger et régulier que c'était presque irréel. Combien, ai-je demandé. Il m'a donné le chiffre. La somme était importante, pas assez pour ébranler ce que mon père avait bâti, mais significative et calculée. Le genre de vol conçu pour rester sous le seuil de détection évidente. Le contrat de mariage que nous avons signé, ai-je dit, couvre tout cela et déclenche un audit judiciaire complet de tous les actifs détenus en commun. Il m'a regardé. Si tu souhaites aller de l'avant. J'ai repensé à la cravate, au miroir, au sourire, à l'eau de Cologne, au pas s'estompant dans le couloir alors que notre fille avait 6 heures de vie. Appelle les avocats, ai-je dit. Mon père a hoché la tête une fois. Il a saisi son téléphone. Lorsque Daniel est retourné à la maternité le lendemain après-midi, plus tard qu'il ne l'avait dit, sans aucune explication, il n'a pas été accueilli dans la chambre de convalescence où j'étais, mais dans une autre pièce, une salle privée que mon père avait réservée. À l'intérieur, avec moi et ma fille, se trouvaient mon père, son avocat principal et une femme nommée Suzanne Park, spécialisée en droit de la famille et en récupération d'actifs, qui avait fait le trajet depuis Paris ce matin-là. Daniel s'est figé sur le seuil. Ses yeux ont balayé la pièce avec cette rapidité évaluatrice que j'avais toujours prise pour de l'intelligence. Maintenant, je reconnaissais en cela un calcul froid. « Victoire, a-t-il dit, qu'est-ce que c'est que ça ? » « Veuillez vous asseoir, Daniel, a dit Suzanne. Il m'a regardé. J'ai serré ma fille contre moi et je n'ai pas détourné le regard. Il s'est assis. Ce qui a suivi a duré 2 heures que je ne décrirai pas en détail car une partie est encore en cours de procédure, mais je vous en donnerai la teneur. Suzanne l'a fait passer en revue à travers les preuves. L'avocat de mon père a exposé les dispositions du contrat de mariage et ce qu'elle déclenchait. Daniel a d'abord tout nié avec un calme que j'ai trouvé presque impressionnant, jusqu'à ce que Suzanne pose les documents du compte au Delaware sur la table devant lui. Là, quelque chose sur son visage a basculé. Il a tenté plusieurs manœuvres. Il a fait appel à moi directement, par-dessus la table, avec cette expression que j'avais déjà vue. Ce regard de l'élu, ce regard attentif, celui qui, autrefois, me faisait sentir trouvé. Je n'ai ressenti rien d'autre qu'une sorte de triste clarté, comme le fait de reconnaître le mécanisme interne d'une horloge. Il a suggéré que les documents étaient mal interprétés. Suzanne a expliqué pourquoi ils ne l'étaient pas. Il a prétendu qu'il avait fait tout cela pour nous, pour notre famille, pour notre avenir. J'ai repensé aux 31 heures, aux 6 minutes où il l'a tenu, et au dîner client prévu depuis 4 mois. Il a dit que je faisais une erreur. Mon père, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de la séance, l'a regardé calmement et a dit, « Chaque décision a déjà été prise. Les comptes ont été gelés dès ce matin. Les serrures de la maison de Brookhaven ont été changées à 7 heures. Tes effets personnels ont été déposés chez le concierge de l'immeuble. Suzanne va te présenter l'accord. » Daniel a regardé mon père pendant un long moment. Puis il m'a regardé. « Tu fais vraiment ça ?» a-t-il dit. Ce sont les mêmes mots que j'avais prononcés 30 heures plus tôt dans une chambre d'hôpital pendant qu'il ajustait sa cravate. Je ne lui ai pas répondu. J'ai regardé ma fille, qui était réveillée maintenant, ses yeux sombres perdus dans le vague, comme le sont ceux des nouveau-nés, cherchant leur chemin vers le monde. Oui, ai-je dit, à elle principalement, à moi-même. Nous le faisons. La procédure juridique a pris du temps, comme c'est le cas pour ces affaires. Le dossier de fraude a été transmis aux procureurs fédéraux, ce qui m'a soulagé d'un grand poids en remettant l'affaire là où elle devait être. Le contrat de mariage a fonctionné exactement comme les avocats de mon père l'avaient rédigé, ce qui témoigne de ce genre de préparation minutieuse et sans éclat qui protège les gens quand tout s'effondre. Je suis retourné vivre chez mes parents pendant les 3 premiers mois, non pas parce que je ne pouvais pas gérer seul, mais parce que ma mère préparait de la soupe et que mon père lisait des histoires à sa petite fille chaque soir dans le fauteuil près de la fenêtre, sa voix basse et régulière. Et j'avais besoin d'être dans un endroit qui prouve que l'amour peut être fiable. Je l'ai appelée Clara, le prénom de ma grand-mère. Elle a les yeux de mon père. Le dossier Harrington, il s'est avéré, n'avait rien à voir avec un client nommé Harrington. Il n'y avait aucun Harrington. Il y avait une réservation de restaurant,
une femme que j'avais reconnue lors d'un événement d'entreprise et un relevé de carte bancaire que l'équipe de Suzanne a trouvé pendant l'audit. Je n'ai pas été surprise. J'étais, d'une certaine manière, presque soulagé. Non pas que cela soit arrivé, mais que l'architecture de la tromperie soit suffisamment complète pour être comprise. Il y a quelque chose de pire, je pense, dans une trahison que l'on ne peut voir qu'en partie. Mon père n'a jamais dit « je te l'avais bien dit ». Il ne le ferait jamais. Au lieu de cela, un soir, alors que Clara dormait, que ma mère était montée se coucher et que nous étions assis sur la terrasse arrière, dans ce calme particulier qu'offre Lyon fin octobre, il a dit « Tu as géré tout cela avec plus de grâce que ce qu'il méritait. » J'ai appris de quelqu'un, ai-je dit. Il a souri. C'est vrai. Tu as toujours été celle qui faisait attention aux détails. Je suis retourné à l'architecture. J'avais pris un congé pendant la grossesse et je suis revenu au cabinet un jeudi de novembre. Mes collègues ont été bienveillants avec cette pudeur particulière des gens qui savent qu'une épreuve difficile est survenue et qui vous respectent assez pour ne pas en faire un sujet de discussion. J'en étais reconnaissante. J'étais reconnaissante pour beaucoup de choses que je n'avais pas su valoriser auparavant. J'ai conçu un projet résidentiel cet hiver-là, une maison pour une famille dans les Pyrénées, construite à flanc de colline avec de grandes baies vitrées orientées plein sud et un agencement centré sur la cuisine, là où la famille m'avait dit qu'ils passaient le plus clair de leur temps ensemble. J'ai beaucoup réfléchi à ce que signifie construire quelque chose qui accueille les gens, à des structures qui sont honnêtes sur leurs fonctions. Clara a 8 mois maintenant. Elle s'assoit seule, s'intéresse beaucoup à la montre de mon père et possède ce sérieux concentré de quelqu'un qui étudie le monde avec une intention profonde. Elle dort bien. Elle est, de toutes les manières visibles, totalement inconsciente que sa vie a commencé par une sorte de rupture, et j'en suis heureuse. Cette ignorance est quelque chose que je m'efforce de préserver aussi longtemps que possible, et ensuite, quand le moment viendra, de la remplacer par la vérité sous une forme qu'elle pourra porter sans qu'elle soit trop lourde. Je n'ai pas haï mon mari. Je veux être honnête à ce sujet parce que ce serait plus simple et plus satisfaisant pour une histoire si je l'avais fait. En réalité, j'ai surtout ressenti du deuil pour la version de lui en laquelle j'avais cru, pour les années que j'avais organisées autour d'une personne qui, sous le charme, le sourire et l'attention feinte, ne s'intéressait principalement qu'à ce que je représentais plutôt qu'à qui j'étais. Mais j'ai aussi ressenti autre chose, quelque chose qui a mis plus de temps à se nommer. Libre. Je me sentais libre. Pas le genre de liberté dramatique et cinématographique. Le genre silencieux. Celui qui arrive quand vous arrêtez de dépenser de l'énergie pour quelque chose qui n'était pas fait pour durer, que vous sentez le poids se lever et que vous réalisez, grâce à la légèreté particulière qui suit, depuis combien de temps vous le portiez. Mon père m'a appelé il y a 2 semaines. Un mardi. Il a dit qu'il appelait sans raison, ce qui signifiait qu'il appelait pour une raison. Je veux te demander quelque chose, a-t-il dit. Demande. Est-ce que ça va? Pas je gère. Pas tout va bien. Ça va. J'y ai réfléchi. Clara était sur le tapis devant moi, très concentrée sur une cuillère en bois qu'elle avait trouvée, la retournant dans ses mains avec une concentration intense. Oui, ai-je dit, je crois que ça va vraiment. Il est resté silencieux un moment. Bien, a-t-il dit. Alors elle sera remarquable, tu sais. Clara. Elle a déjà ce regard. Quel regard? Celui où elle sait exactement ce qu'elle regarde. Une pause. Tu l'avais aussi. Tu l'as toujours. J'ai regardé ma fille, sa cuillère et la lumière de fin d'après-midi qui filtrait par la fenêtre à l'angle que j'avais spécifiquement conçu pour capter cette clarté. J'ai pensé à ce que signifie voir clair, autant qu'il faut pour apprendre, à la manière dont l'apprentissage n'est jamais perdu, même lorsque le prix à payer est élevé. Merci, papa, ai-je dit. Toujours, a-t-il répondu avant de raccrocher. Certains matins, je me réveille tôt, avant Clara, avant que la ville ne s'éveille totalement, et je m'assois à la table à dessin de mon bureau avec mon café et le projet sur lequel je travaille. L'appartement est si calme que je peux entendre le bâtiment vivre autour de moi. Autrefois, ce son m'inquiétait. C'est la chose avec le silence, il prend la couleur de ce que vous portez en vous. Ces jours-ci, il ressemble au futur. À une fondation qui a été construite correctement. À quelque chose qui va tenir.